Bonjour, c'est l'émission en français, l'émission Paris-Belgrade, Moscou, que je mène chaque semaine, le mardi. En ce moment, ce sont les vacances, enfin, pas pour tout le monde, et c'est à 3h de l'après-midi, à 15h au lieu de 18h habituellement. Je vous salue, c'est ici Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, à Belgrade, une radio qui se capte via Internet. Donc nous allons parler de quelques événements importants qui se sont passés depuis une semaine. J'ai avec moi dans le studio Joaquim Flores, qui est un personnage très intéressant, very interesting person. Je parle anglais parce que il ne parle pas français et il parle américain. Il est d'origine états-unienne, ce qui est vraiment incroyable. Et il est installé à Belgrade. Il fait partie des réseaux géopolitiques de l'Union continentale. Il a un site internet, un site ou un blog. What is the name of your blog? You can. Yes, we are having a small NGO here in Belgrade, and it is called the Center for Syncretic Studies. Voilà. And our website is named the same, Center for Syncretic Studies. And we have been operating for almost 2 years here in Belgrade, and we collaborate primarily with nationalist organizations. Voilà, et avec le mouvement eurasiste international d'Alexandre Douguin. Yes. Si je ne m'abuse, je crois. Même je suis sûr. Donc on va faire une petite entorse au principe, c'est de utiliser un petit peu l'anglais, enfin l'anglais américain, parce que Joaquim Flores est un Américain atypique, ou plutôt de plus en plus typique, enfin typique dans certaines régions. Puisque you understand what I say? You understand? Il est, comme son nom l'indique, il a une origine latino-américaine, on doit dire plutôt mexicaine. C'est un americano-mexicain. You are from California? I am from Los Angeles, and it's often considered to be occupied Mexico. Occupy Mexico. México ocupado. Yes. But you are occupying the north of Mexico. You United States. The United States is ongoing in occupation, not too different from Israel and Palestine. Of the southwest of the United States used to be the Aslan region of Mexico. Voilà. Donc, Joaquim est venu il y a quelque temps en Serbie et il a été enthousiasmé par le mode de vie et la mentalité des Serbes. You were very, comment dire en anglais, intéressé by the style of the Serbian people. Yes, it's and you know Serbian people play an extremely unique role in history, and they have been placed to the historical test a number of times. I believe they have succeeded, despite what pessimists may think. And furthermore, I predict that things will get very interesting here in Serbia again very soon. Alors, donc je traduis en français. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils pensent qu'il y aura des événements très intéressants et très importants en Serbie prochainement. You think so? Yes. It will be some interesting event in Serbia. Yes, similar to the 90s. Je pense la même chose. Pour l'instant, c'est le calme plat. Mais l'ancien ambassadeur à Paris, Predrag Simic, disait hier qu'il avait des craintes pour la situation, enfin pour le statu quo en Serbie,
parce que c'est un homme du système, puisqu'il était ambassadeur après Milosevic à Paris, et il qualifiait la Serbie de petite Russie, small Russia, Serbia, et il disait ceci, ce que j'ai noté: si la Serbie rejoignait les pays qui ont édifié des sanctions contre la Russie, la situation deviendrait très chaude en Serbie cet hiver. Et évidemment, la Serbie est au centre d'un bras de fer entre les atlanto-américains, enfin les américano-occidentaux, et les atlantistes et les Russes, enfin les Russes, certains Russes et eurasistes. La Serbie est au centre de ce bras de fer, notamment via Južni tok, via South Stream. Yes. This is a critical piece. The South Stream, Serbia and Bulgaria will be continued to be punished by the Western power for continuing to push South Stream. Building South Stream is the most responsible thing that a Serbian government of any political persuasion can pursue. And more to the point, with the issue in Ukraine, we can see very much this is a living question, because if the Ukrainians junta, backed by an American occupation of Ukraine, is relying upon something of a monopoly of this gas line, whether they're going to try to blow up this line or try to steal the gas as it comes through, this is all part of an American strategy, and the Yugostream pipeline is critical for Serbia to help their Slavic brothers and the Russians to frustrate this Western plan. On aura compris, je pense la même chose, et d'autant plus qu'il y a des failles dans le camp atlantiste en Hongrie et même en Autriche. Ces pays considèrent que leur intérêt c'est de faire fonctionner South Stream qui est le versant sud du gazoduc dont le versant nord est celui qui doit exister, en tout cas fonctionner sous la Baltique. Et pour dire que le conflit en Ukraine ne se limite pas à l'Ukraine. Évidemment, il est focalisé pour le moment dans le Donbass. Et Joachim, est-ce que la guerre du Donbass est une guerre locale ou est une guerre qui va s'étendre et qui implique le reste de l'Ukraine et même notre continent eurasiatique? Yes, it's as though it appears to be a local and regional conflict. It has been discussed previously by American strategists Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Edvard Luttwak have all explored that with Ukraine, Russia has an empire, and without Ukraine, Russia has no empire. Exactement. This is critical. Oui, Edvard Luttwak, qui est le célèbre, qui est un ancien homme de la CIA et qui est auteur du coup d'État, de la technique du coup d'État. The technique of the coup d'État. Also wrote Grand Strategy of the Roman Empire and Grand Strategy of the Byzantine Empire. Un classique de cette littérature. Et bien sûr, un livre qui devrait être un livre de chevet parce qu'il est tout à fait d'actualité, le célèbre livre de Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier. Come again? Le grand échiquier, the Great Chessboard. Yes, the Great Chessboard, right? Yes, this is, and but something I would like to introduce to your audience this afternoon is another piece of how Americans have been trying to engage in their strategy, which I call a non-strategy of crazy, and I will elaborate in a moment when I am able. C'est une stratégie ou ce qu'on appelle en français, oui, c'est une fuite en avant.
Je ne sais pas si tu comprends, fuite en avant, parce que c'est placé dans le cadre du fameux chaos contrôlé ou chaos constructif. Chaos constructif, ou alors ils font n'importe quoi. They do what they don't make what they want, but they do something, and they Right. don't know what they are doing. They don't know, and they cannot know what they are doing. What has happened, as both Brzezinski and Luttwak and Hillary Clinton and C'est le cerveau. John Kerry have been saying recently, increasingly, that Americans are lacking in strategic thinking, that because of their hegemonic power, unipolar power, they got away with being less than efficient, a little bit stupid, but they would still win. They are not all stupid, No. but these women of the State Department Yes. are totally stupid. Yes, Saki, yes, they are very, very stupid. Newland and the like, and the reason they are placed is complex problems in American culture that have to do with the nepotism and what's called Aberdeen paradox, groupthink. And they have failed to promote the best and most capable minds because in American business culture prevailed over government culture, and business culture was about agreeing with your boss. Moi, ça me fait toujours rire business culture en tant qu'Européen et en tant que Français, parce que ça vient après le business. Vraiment, d'abord l'art culinaire. En France, first this culture of the eating, and after the business. Yeah. Alors, est-ce que ça veut dire que ces femmes qui sont stupides, qui sont sottes au département d'État, et cette département, elles sont là pour parler à des gens stupides, parce que les gens à qui elles s'adressent sont du même niveau. On peut se demander s'il n'y a pas une répartition des rôles. Donc, il y a plusieurs. In the United States, there is some poles of power, and they don't all agree. You have some conflict between them. And even in the intelligence community and in the secret government, so to speak, there's a tremendous division between the NSA and the CIA, and there's tremendous divisions within the Joint Chiefs of Staff in the Pentagon. Problems with Langley and Washington have been increasing. One of the things that Americans, there are, as you have said correctly, Mr. Bataille, have some smart people. And so what they, as we know from Sun Tzu's Art of War, best thing you can do is turn a weakness into a strength. And by turning the weakness is their inability to use strategic reasoning. And so they're trying to make this into a strength by doing unpredictable random things. D'après toi, Joachim Flores, qui est l'Américain, comme on dit, en France ou en Europe, et installé à Belgrade, et qui y effectue un travail politique eurasiste avec nos camarades eurasistes de Russie, de Serbie, de France et d'un peu partout. Penses-tu, do you think United States will make the war against Russia? This is a most complicated question. Of course, making accurate predictions about this has been the downfall of many analysts and people trying to decipher these events. I think that what they are trying to do is create a series of low to medium intensity failed states and regions of permanent conflict, and to draw in gradually more and more actors of the world slowly, like the frog boiling in water.
Ma question était volontairement biaisée parce que il est évident que ils font déjà une guerre. They make war still years, still some years, yes. Still the end of the the Soviet Union with the Orange Revolution, with the NGO, je mélangerai les trois langues là, les organisations non gouvernementales, non-governmental organization, with the money of the CIA, yes, and George Soros and the NED. Soros. Et tous ces organismes parallèles qui travaillent en direction de l'Empire pour imposer l'Empire américain. J'ai envie de poser une autre question à Joachim. Some person say this is the first stage of the end of the American empire. It is certainly the end stage of the modern system. And I think the American empire represents that. American power should not be underestimated and has ability to reconfigure, but will require a radical change of leadership, nationalizations, prosecutions, imprisonments, cleaning up. I predict that the U.S. will reorient its activities almost exclusively into Latin America, and that the United States will Latinize. Out of the press of the system, yes, there is a majority in the world against the global American empire. Yes, and depuis la guerre, les premiers temps de la guerre en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que des interventions militaires états-uniennes avec leurs vassaux occidentaux, de l'OTAN ou même hors de l'OTAN, car il n'y a pas que l'OTAN. Et par exemple au Kosovo, il y avait l'OTAN, mais il y avait aussi des pays qui étaient associés à l'agression de l'OTAN et qui n'étaient pas membres de l'OTAN, comme le Maroc, les Émirats et d'autres pays. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'Afghanistan, l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie. Bon, la Syrie, ça n'a pas abouti. Et maintenant, l'Ukraine. C'est-à-dire que toutes les interventions, toutes les agressions de l'impérialisme états-unien et de ses complices se sont terminées par des catastrophes. On le voit aujourd'hui en Libye, in Libya. There is the evacuation of the Americans, embassy, yes, and the French, and the other. And donc ils ont détruit un État, l'État de Kadhafi, qui fonctionnait bien et qui était riche et qui était très proche de sa population, de son peuple, qui apportait la prospérité et même le confort à cette région de l'Afrique qui en manque ailleurs. Et ils ont tout cassé. On peut dire qu'ils ont tout cassé. Also we have the operation in Iraq, in the north of Iraq, with the sect, Islamic sect. What do you think about that? Je pense qu'on me comprend. Hein. Je me demande pardon à mes amis québécois de parler anglais, mais ce qu'il dit est très intéressant, est très important. So, about Iraq, what do you think about the ultimate fact is that the United States, and working through Saudi Arabia and Israel and Turkey, have failed in Syria, and they have failed to do any significant action that benefit them. They did not remove Assad. They did not destroy Syrian civilization. And in the process of this happening, and in the course of the years of the wars in Iraq prior, government emerged in Iraq which was pro-Iranian
And so rather than maintaining a successful occupation of Iraq, and rather than destroying Syria, we've seen a total reversal of fortune, where you now have a Tehran, Baghdad, Damascus axis, and media reports about ISIS are, in my opinion, largely exaggerated. The ISIS, Islamic State of Iraq, will send in, the infamous white Toyota trucks with the men in black in machine guns, and they'll take control of some irrelevant little hamlet or village in some remote part of northern Iraq. And the Western media is happy to report this. But this is connected to a Ponzi scheme, an investment scam of trying to promote, to create, spark interest in the American, those who gamble with war. And in my view, their significance is less. Bon, alors revenons à la Russie et au Donbass. Il y a la situation dans le Donbass est la suivante pour ceux qui suivent. Il y a toujours une offensive de l'armée ukrainienne, de l'armée de Kiev City, qui a tendance à piétiner, qui subit de nombreuses pertes et avec comme conséquence évidemment des victimes dans la population civile et des réfugiés, de plus en plus de réfugiés. On parle de plusieurs dizaines de milliers, on parle de 130 000 réfugiés en Russie, qui sont passés en Russie. Quelques 30 000 sont allés dans l'ouest de l'Ukraine. On va jusqu'à citer le chiffre d'1 demi-million de réfugiés. Et il y a en Russie autour de Rostov sur le Don, 400 camps d'accueil dans les mairies, dans les familles russes, prises en charge par les associations. Cette idiote, on parlait tout à l'heure des femmes du département d'État, Marie Harf, a déclaré que ce sont des touristes qui rendent visite à leur famille. J'avais noté quelque chose là-dessus. Alors il y a un article qui vient d'être fait, très intéressant, de Alexandre Douguin, intitulé Towards Laocracy. You know this text, yes, you know. Yes. Alors je lui demanderai d'en parler. Simplement, Douguin considère la rébellion du Donbass comme un événement extrêmement important, non seulement pour le Donbass, mais encore pour la Russie et pour l'Eurasie. Un événement extrêmement important parce qu'il met en question les intérêts des oligarques, non seulement dans le Donbass, en Ukraine, mais encore en Russie. Et il explique que c'est à cause de ces oligarques qui n'ont pas été éliminés par Vladimir Poutine que l'aide aux révoltés du Donbass n'est pas assez importante. Enfin, en quelque sorte, il saboterait avec la bureaucratie du Kremlin. Et alors ça correspond à d'autres articles assez fins, ici et là, qui ne sont pas très nombreux, mais ils sont très importants, qui expliquent que les cercles patriotiques et les organismes associés à la marche de l'État et qui sont là pour défendre ses intérêts même quand ça va mal, se sont mobilisés jusqu'à présent et peuvent maintenir le rapport de force. Donc Douguin dit il faut un ultimatum aux grands oligarques. Il faut en Russie, il faut faire une révolution, en quelque sorte une seconde révolution. Et en France aussi d'ailleurs, j'ajoute, en tant que Français, il faut faire une seconde révolution en France. Donc il faut s'en prendre aux oligarques, il faut saisir leurs biens, il faut les empêcher de nuire en étant abouchés au centre de décision. Il faut nationaliser les sociétés privées qui sont entre leurs mains et il faut assurer la promotion en revanche des entrepreneurs
qui lie leur action et leur prospérité au devenir russe et européen. Eh bien, moi, j'approuve tout à fait ce programme que Dugin appelle un État populaire. Oui, un État populaire, c'est ce qu'il faut à Moscou, c'est ce qu'il faut à Paris, et c'est ce qu'il faut à Belgrade. Joachim, what do you think about this text, and what is the signification? The significance is important because when you look at the models of the things that have emerged to contradict the liberalism, you had, of course, first, the communists, and then they said that there must be the workers, the proletariat must rule. And then, but there was a development in this which began to develop organically towards like a type of a left-wing fascism by Lenin and the theory of the vanguard party, which is something like a natural aristocracy. And this was the view that was further developed by the fascists and the National Socialists. But this is also incomplete, and rather the idea of a laocracy, and as it pertains to Russia, is the view of a system of a narod, of the people, and he distinguishes this from a purely mechanical idea of the population, which is a sterile view. Yes. Oui. Ça, le distinguo qu'il fait entre la population et le peuple est fondamental. C'est notre affaire. Il est évident que la population est une addition, est un chiffre, une arithmétique. Et la population est complètement atone. La population, c'est administratif, c'est dans des casiers, alors que le peuple est un élément dynamique, et le peuple, ça veut dire quelque chose. Nous sommes entièrement d'accord. Le peuple et les peuples, et il y a des peuples qui sont en situation d'agir et qui sont en mesure, ou qui seront en mesure, qui ont été en tout cas en mesure, qui seront en mesure de tirer les autres peuples. C'est comme ça que nous considérons cette affaire. Joachim, est-ce que les eurasistes ne sont pas un peu, d'une certaine façon, les trotskistes du nationalisme? You're talking about Trotskyism and the relationship to Trotskyism and National Socialism. Is that the question? Non. Je disais, est-ce que les eurasistes ne sont pas les trotskistes du nationalisme? C'était juste une parenthèse. Bon, je voulais dire trotskiste par le fait de cette volonté d'être présent partout. With this project to be present everywhere. Ce que ne comprennent pas les nationalistes figés, étroits. You understand what that mean? The classical nationalists, they are in one country. Yes, right. They can have some relation with the other, but stop. Right. Nothing else. Right. The continentalists, yes, Eurasists. These revolutionary nationalists, yes, they use to have a relation with groups and with individuals and groups who are doing the same everywhere. Yes. Not only in Europe. Right. And you are from North America, yes, and you know, and you can speak about this. Yes. You have some Eurasist groups in North America. Yes. You can speak yes, about great. One of the fundamental problems in the United States is a defect actually in English culture, and English culture is a very defective because they put the appearance of something, like your mannerisms, are more important than the content, and this has had a retarding effect on development of radicalism in the United States. That means they put the politics behind. First economic, yes, and society. Exactly. Yes. It is why they support all these gay pride and yes, and so. And in North America,
I think we can find some people who can understand what is racism and continentalism, and what we need about anti-globalism. Yes. The Quebecers, for instance, the Acadians, the people of California, from the people from Arizona, from Texas, and from Louisiana, and so. Yes. What do you think about this? And what do you think about this? These movements for secession. Yes. Is it serious or no? Yes. First of all, yes, it is serious, and it is actually something that became such an issue for Obama from a popular polling. What happened is the White House made a commitment that any issue which received 100,000 petition signatures from any issue that the president would address, and millions and millions of people in about 20 different states signed petitions saying that Obama must speak to the issue of secession from the Washington occupational government. And so they changed the criteria of what Obama will speak to. This is a serious thing, and what issue, however, that are problematic for revolutionaries in the United States is that you have a ideological division between the radical left and the constitutionalists and libertarians and the militia movement and the secessionists. So the only place where the secessionists and the radical left are on the same page is in the American Southwest, but in the rest of the country, the left is useless and it has been completely co-opted. And in the East Coast and in the rural parts of the country, it is the constitutionalist and militia movements connected to libertarianism and, say, Ron Paul, which are a more radical force. Yes, so it's problematic. Libertarien. Bon, donc il y a certaines forces, mais il ne faut pas trop compter sur des possibilités dans le centre des États-Unis parce qu'ils sont imprégnés tout simplement par l'idéologie du système et par le mode de vie anglo-saxon dominant, WASP, ex-WASP, ex-WASP. Et donc je voudrais, je voyais ce matin, je voyais quelque chose concernant la France, une note, le gouvernement provisoire de Savoie. Je passe du coq à l'âne, mais pas vraiment, car ça fait partie de l'action globaliste qui consiste à pulvériser les nations, à créer des sections à l'intérieur des États-nations en Europe pour diviser et pour avoir la main sur des micro-États ou des micro-régions. On l'a vu avec la Yougoslavie. La Yougoslavie n'était pas très grande, mais elle était par rapport à l'Europe un État assez important, et territorialement en tout cas. Et donc ça a été cette Yougoslavie, on l'a fait éclater, on l'a divisée en 7 unités, 7 entités qui maintenant sont sous le joug de Washington et de Bruxelles. Alors je vous voyais le gouvernement provisoire de Savoie. Alors c'est un groupe en Savoie. Alors on connaissait les autonomistes et les séparatistes classiques dans différentes régions de France. Et là, la Savoie, alors c'est grotesque, et en même temps il y a des associations en Allemagne et dans les pays anglo-saxons qui utilisent cela. Et donc là c'est l'UNPO, Union des peuples, c'est en anglais d'ailleurs, non représentés, et qui a son siège en Hollande, à La Haye, à La Haye, comme le tribunal, et qui a reconnu le gouvernement provisoire de Savoie. Alors, bon, c'est une association, certes, qui reconnaît une association, mais ce n'est pas innocent. Alors, nous avons
le 28 juin 2014 à Munich, Allemagne, la 17e session de la présidence de l'UNPO a statué sur le peuple de Savoie. Alors, à Munich, hein. Les Savoisiens et le gouvernement provisoire de l'Est de la Savoie, créé en 2012, ont été reconnus comme représentants du peuple de Savoie par l'UNPO, etc. Alors le responsable de cette association, enfin, qui signe, ministre de l'Intérieur, Fabrice Duguerdil, il dit donc cette reconnaissance nous ouvrira de nombreuses portes. Et bon, ça n'a pas une grande importance, en même temps c'est significatif parce que on voit comment l'impérialisme procède pour essayer de morceler des nations. La France a suffisamment de problèmes, il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de ce genre. Et donc on demande simplement à ce gouvernement provisoire de verser 2200 € à l'UNPO, qui est basé à La Haye, en Hollande, pour faire partie de cette sympathique alliance des nations sans État, n'est-ce pas? Ces gens sont contre l'État-nation, et ils se plaignent que des peuples et des nations soient sans État. À la limite, moi je peux trouver dans ma rue une nation, et je peux créer dans mon jardin, en plantant un drapeau, un État. Donc ce genre de plaisanterie qui nous fait rire jaune n'est pas à prendre à la légère. Là, bon, alors on dira la Savoie a été rattachée à la France en 1860 et donc c'est récent au regard de l'histoire, et en même temps la plupart des États qui sont représentés aux Nations Unies n'étaient pas nés, n'existait pas en 1860. Il faut bien, quand on pense à la France, qui est l'une des plus vieilles nations du monde, et un des plus vieux États-nations, parce que l'État existait avant la création de la République. La monarchie avait créé l'État. La République n'a fait que continuer cela. En cela, je tiens des propos qui sont barétiens, mais j'estime que c'est exact. C'était ce que De Gaulle, d'ailleurs, avait bien compris. Et donc, il faut quand même avoir un œil sur ces tendances, parce que on peut créer des mouvements séparatistes partout. Entre l'autonomisme et le séparatisme, il n'y a qu'une frontière très floue. Et donc je tenais à parler de ça. Alors le bonhomme, le ministre de l'Intérieur de cet État, de ce gouvernement savoisien, est invité à la convention de la Commission internationale des droits de l'homme, nous y voilà, qui se tiendra les 18 et 19 août prochains à Beyrouth, Liban. Ah ben, c'est un bon endroit pour parler des droits de l'homme. Et permettra à notre gouvernement provisoire de prendre ses marques auprès des instances internationales reconnues. Et voilà. Bon, donc attention à ces plaisanteries. Ça explique que personnellement, moi qui ai fait de l'histoire, je suis pour l'unitarisme et je me méfie des tendances séparatistes. Les seuls que j'ai en sympathie sont les Corses. Mais ça, c'est pour certaines raisons que je n'avancerai pas. Je les trouve sympathiques, les Corses, voilà. Bon, pas uniquement ça. Joachim, do you think there is a lot of states in Europe, and there is too many states in Europe? We could have a few less in Europe. Yes, in Western Europe, or yes. It's how to prevent another European civil war, I think is a big question. It's I would like to see increase of cultural, historical, cultural education. The difference. What's happening, we have many contradictions. On the one hand, we know that we must build a
continental unity in Europe, but at the same time, the liberal model is eliminating the profound and unique cultural contributions of the distinct groups, the various Iberian groups, the French, the Germans, the Italians. The liberal model. Oui, et pour éliminer les groupes français, italiens et autres, eh bien, on fait ressurgir, on fait surgir des entités locales, localistes, identitaires, yes. qui sont impolitiques et qui font le jeu finalement des puissances d'agression et de l'impérialisme. Et je tiens à dire cela parce qu'il y a dans les secteurs dits nationalistes des individus qui ne se rendent pas compte qu'en soutenant des groupes minoritaires et périphériques et hostiles à la majorité, c'est-à-dire au milieu naturel dans lequel ils se trouvent et qu'ils dénigrent pour différentes raisons, eh bien ils font le jeu de l'ennemi. Il faut maintenant parler peut-être. You learned something about these volunteers in Donbass, these volunteers of France, of Germany. They are friends of us. They exist in a fraternal organization to ours. Besides being in Belgrade, the Center for Syncretic Studies in the United States, I'm with the New Resistance Group with James Perazzo, and I'm the Europe-wide liaison for New Resistance. We are working closely with the group in Donbass from the Unité Continental, yes. And we receive regular reports from them which do not go to the media. And so we have information. Yes, they were here in Belgrade. Yes. In this group. And what about German volunteers? Yes, most of the Western European volunteers are fighting on the side of the Americans and the Kiev junta. Yes. But the reason is that there are migrants from Ukraine and who live in the west of Canada, yes, or on the west of United States, right. And so they in every war the system used this population. Yes, it's immigration. Yes, and it's unfortunate to see many of the people from Europe who are volunteering to fight on the side of the Kiev junta are people whom we have agreed with in the past on numerous other issues, and yes. but they are being But these volunteers from France, from Germany, yes. from other countries, they are not mercenaries. No, they are volunteers. This is the difference. Yes, they are not contractors. Right. Yes. They're not military contractors, and the problem is that the Kiev junta is going to be accusing them of being mercenaries. No. Mercenaries, of course, fall under a different category in international law, and they do not have the same rights as a POW, and in fact they are considered criminals at large, whereas a POW is an honest person who is volunteered to fight for a cause, and this is an important distinction. Joachim, have you some information about the presence of academy groups, yes. ex Blackwater in yes. Ukraine? Yes, the Blackwater is now been reformed, and it's gone through several incarnations. But they are not just Americans. They are also employing Dutch, Lithuanian, and Polish mercenaries. Oui. And this is a problem. One of the problems that American mercenaries have is that they are language illiterate, and they do not speak Ukrainian or Russian. Yes, but this Polish, this Letton, this Hollandaise, they speak English.
They speak English. Among the Polish mercenaries, there is some higher degree, especially among the Galicians, of interintelligibility. And Polish mercenaries, some can speak some Ukrainian. But and also we have heard word that the Croatian war criminals who were released from The Hague last year are now in Ukraine fighting, giving advice to the Kiev junta. So this is becoming an international war. La Pologne apparaissant comme une base, un tremplin pour cette agression en Ukraine. La Pologne dont certains éléments pensent qu'ils ont peut-être des droits sur l'espace ukrainien, puisque la grande Pologne est allée une fois jusqu'à la mer Noire, et alors à ce moment-là, on pourrait donner raison à d'autres qui veulent aller sur la mer Adriatique ou qui veulent modifier complètement les espaces territoriaux et les frontières. Tout ça ne tient pas, mais c'est utilisé. C'est pas pour rien que Zbigniew Brzezinski est issu d'une famille qui a vécu en Pologne. Et donc ça rejoint d'ailleurs l'ancienne théorie en français on pourrait traduire ça par l'entre-deux-mers, cette théorie qui voulait faire un État polonais, une grande Pologne entre la Baltique et la mer Noire. Hein. Yes, but that is not a realizable plan. One must distinguish between the marketing and the product, as we say. Oui. And what is happening is the Americans are telling Poroshenko, and they're telling the oligarchs in the circle around Poroshenko, that it is possible to build this Baltic to Black Sea state that is neither Russian Federation nor NATO. Oui, ça fait un barrage entre l'Europe occidentale et la Russie, et c'est aussi ce qui est recherché. Ils veulent faire un mur. Ils sont en train de faire en ce moment un fossé entre l'Ukraine et le Pridnestrovie, la Transnistrie. They are doing un fossé, je ne sais pas comment on dit en anglais, between Pridnestrovie, Transnistrie and Ukraine. Yes, well, this is cherche des histoires. It's going to be look, the Americans don't really believe that it's possible to do what they are doing. Yes. That they are only lying to Poroshenko's supporters because they like to keep some sanity. Ce sont des puppets. They are puppets. If they succeed, it will be good for United States. If they don't succeed, they will accuse Russia and Europe. Yes. Look, when the Americans ordered that the Malaysian flight MH17 was to be shot down, when the Americans gave that order, this is an act of desperation. This is not something that they would have liked to have done. The fact that they did this is the evidence that they are losing their initiative, and the Russians have made significant gains in all areas. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Snaga Naroda, l'émission d'Yves Bataille, Paris, Belgrade, Moscou. Je suis en train de discuter, nous sommes en train d'entendre Joaquim Flores, qui est un Américain qui est installé à Belgrade et qui dirige le groupe Kako se zove Center for Syncretic Studies and New Resistance. Et voilà, et New Resistance. Et bon, c'était un rappel nécessaire. Alors justement, avant de terminer, avant de conclure, les intérêts, the interests of the Europe are opposite to the interest of the empire. Yes. Mercantile empire. Right. Monetary empire. Dollar empire. Yes. And now Russia is doing something very, very important and very decisive for the world, not only for Russia. These BRICS and this Commonwealth
Commonwealth, this community of economic and monetary interest with China, Brazil, and India. And South Africa. Yes. This is very dangerous for the hegemony of the United States, and yes. It is why they are afraid. They are very afraid of this. You know, the United States, the status of the dollar is losing as the world reserve currency. So, this war is very important for Germany and France, because if Germany and France, or Germany or France, go in the Eurasist community, yes, this will be the end of the American empire. Absolutely. And if Russia winning this war in Novorossiya is both a symptom and a cause of the end of the American empire, and it will be the final pivot which will demonstrate a Paris-Berlin-Moscow axis. Donc, nous saluons l'action d'unité continentale, un groupe qui existe à travers l'Europe, pas simplement en France, et nous appelons à apporter une aide à ce groupe. On verra sur Facebook leur page qui s'intitule tout simplement Unité continentale, avec toutes les indications pour les aider. Ils ont un groupe qui s'est rendu, qui s'est porté volontaire dans la région du Donbass. Et ce n'est qu'un début. Joachim Flores, qui est ici, est le symbole que cette résistance continentale, eurasiste, se fonde sur les entités nationales, sur les États tels qu'ils existent, les États historiquement constitués, mais aussi sur le fait qu'il s'agit d'une action internationale et internationaliste qui a vocation à se développer. Joachim, tu peux dire deux mots sur les perspectives de l'eurasisme, les perspectives de la lutte de libération nationale et sociale du continent européen tout entier? You can tell something? You know, it's every major war in the last century has been an attempt by the United States to destroy Europe. Oui. And the United States always gains from every war in Europe. Oui. And the only possibility for a regeneration of Europe is an alliance with the rest of the Eurasian landmass. This is a struggle of the land power against the sea power. Oui. La Première Guerre mondiale a saigné l'Europe. Combien de gens savent que la Serbie a perdu 1,5 million des siens? 1,5 million. You know that? The Serbs, they lost 1.5 million of people during the First War. Yes. Les Français en ont perdu autant. Et ça a été, it was very bad for Europe. All the young men who were killed. Senseless. Not only in France and in Serbia. Et la Deuxième Guerre mondiale apparaît, qui est inscrite dans les écrits du traité de Versailles et des traités de la banlieue parisienne, qui a laissé des tas de bombes à retardement. Je recommande de lire le livre de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix. Il avait tout. C'était un livre fait entre les deux guerres mondiales, justement. Il avait compris que ce traité de Versailles faciliterait d'autres guerres. On est maintenant dans la troisième phase de tout cela. Bien, peut-être que une musique, mais je vois que le technicien de l'autre côté est parti. Il parle.
Et donc l'émission, encore une fois, se tiendra mardi à 15h. Un peu avancé par rapport à l'heure habituelle parce que nous sommes au mois de juillet-août. En août, on fera une parenthèse et on reprendra de plus belle en septembre. Pesme. Bon, je vous rappelle que c'était l'émission Paris-Belgrade-Moscou de Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, qui est une émission que vous pouvez entendre en français aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu anglais-américain, parce que notre interlocuteur venait de là-bas. Mais je pense que c'était intéressant. Donc, je salue les amis, les camarades de tous les pays d'Europe et de presque Amérique, le Québec, l'Acadie et puis cette Amérique dissidente. Et je vous dis à la semaine prochaine.